Destination Mouche nous emmène aujourd'hui sur les bords de la rivière Henry's Fork. Située dans le nord-ouest américain, aux confins de l'État d'Idaho et du Montana, la rivière Henry's Fork jouit d'une réputation mondiale pour la qualité de ses eaux et surtout pour ses truites arc-en-ciel difficiles et très combatives. Deux pêcheurs français, François Parbeau et Alain Morisot, vont découvrir cette rivière en compagnie de Michel Fontan, guide de pêche français exerçant depuis plusieurs années aux États-Unis. Le rendez-vous est fixé au lieu-dit Last Chance, dans l'État d'Idaho, à une quarantaine de kilomètres seulement du Montana et du légendaire Yellowstone Park. Bonjour. Michel. Oui, Alain. Bonjour Alain. Bienvenue sur la Henry's Fork, bienvenue à Last Chance. Bonjour Michel. Je te présente François. François, enchanté. Vous arrivez bien, la rivière est très très bonne. On a un temps magnifique, les rivières marchent très fort maintenant. Ok. Alors je crois qu'on va avoir un séjour absolument superbe. Bon, il faudra qu'on soit à la hauteur. Voilà, on commence dès que vous êtes prêts. State Park, c'est l'endroit le plus connu de la Henry's Fork. C'est un parc qui a été donné en 1960 à l'État d'Idaho, qui appartenait à une famille privée, c'était des magnats de l'industrie ferroviaire au début du siècle. Et ce type est un pêcheur à la mouche. Donc il a donné ce parc qui est immense, avec donc ce parcours de rivière qui est en pêche à la mouche simplement, et qui est en no-kill intégrale, avec hameçon sans ardillon, enfin c'est très très spécial. Et il a donné cet endroit à l'État avec trois conditions. Que ce soit un parcours pêche à la mouche uniquement, en no-kill, que ce soit un operating ranch, ça veut dire qu'on continue à élever du bétail comme on faisait avant, et aussi qu'il soit un endroit préservé pour la nidification pour les oiseaux. On a beaucoup d'espèces d'oiseaux ici. Ça c'est vraiment l'endroit de référence pour la pêche en sèche, sur des poissons très difficiles, sur des poissons qui sont très éduqués, et on pêche en sèche, un petit peu à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on ne pêche que les poissons qui travaillent. Oui. L'avantage c'est qu'ici on peut rentrer dans l'eau, on peut faire du wading. C'est une spring creek, ça veut dire que c'est alimenté par des sources et que de tout le parcours en fait est très bas. Il n'y a pas beaucoup d'eau, on va se retrouver avec peut-être de l'eau jusqu'à la taille. Sur 90% du parcours, on peut carrément faire du wading sur toute la rivière. Et ça c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment fabuleux, le fond est très agréable, un petit peu comme on a l'impression de marcher dans un aquarium. Il y a beaucoup d'herbes, d'herbiers, du gravier, quelques rochers, mais c'est pas glissant, c'est très agréable. C'est vraiment un endroit magnifique pour la pêche. Et ici on rencontre des pêcheurs fabuleux, d'ailleurs tout le monde vient du monde entier pour pêcher ici. Alors on va monter un petit peu plus haut, on va traverser. Et puis on va regarder, on va commencer à descendre les berges, tout doucement, en regardant. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche un endroit qui soit un endroit pêchable, je veux dire qui est à poste un petit peu. Et puis on attend que le poisson monte. Quand le poisson monte, on va dans l'eau et on le pêche. On pêche pas l'eau ici, hein. On pêche le gobage. La berge toujours est très bonne, l'autre berge de côté est toujours très bonne. Là, il y en a un beau aussi qui est au milieu, là, regarde, ça fait plusieurs fois qu'il monte. Et ensuite, tout en bas, là, toute la série est très très bonne. Hop, elle est là, tu vois. Elle bouge aussi beaucoup, attention, hein. Elle bouge beaucoup, hein. Hop, une autre devant, là. Hop. C'est pas ça, c'est une petite, celle-là. Alors ça, c'est une brookie, tu vois. Oui. C'est une petite brookie, c'est pas du tout une arc-en-ciel. Pour cette première rencontre avec la Henry's Fork, Michel souhaite présenter à nos deux pêcheurs le secteur le plus réputé, le ranch. Le courant est relativement rapide et cette pêche en travers rend les dérives très courtes et difficiles à maîtriser. Sur les conseils de Michel, François utilise une mouche qui a la particularité d'imiter l'exuvie d'une éphémère tout en restant visible grâce à une petite touffe de cervidés.
Après avoir pêché les premiers gobages sur le début du parcours, Michel accompagne Alain pour lui faire découvrir la rivière un peu plus bas, en aval. L'objectif est de repérer un gros poisson en activité. Les truites sont le plus souvent postées à proximité des bordures. Le pêcheur se place alors vers le milieu de la rivière pour lancer vers la berge. Cette technique de pêche n'est possible que grâce au niveau d'eau qui permet de se déplacer presque partout dans la rivière. Michel vient de repérer un poisson et Alain vient de se mettre en position. Voilà. Tu peux l'attaquer d'ici. Hop, tu vois comment elle prend? T'as vu, elle marsouine un peu là, hein, elle prend en émergeant. Hein. Hop, tu l'as vu là? Ah, c'est les arcs ça, hein. Les arcs ici, elles n'ont pas vraiment de poste, elles bougent beaucoup. Hein. Ah, très bien. Hop, hop, elle n'a pas pris. Elle a refusé, elle est passée en dessous. Le poisson continue à s'alimenter en remontant la rivière et il arrive bientôt au niveau de François qui, avec une petite émergente, réussit à le leurrer. Cette truite est belle et elle se bat avec fougue et puissance. La bagarre est dure, longue et incertaine. Michel donne des conseils à François afin d'essayer d'écourter le combat. Et là, il faut que tu la ramènes. Hein, parce que là, elle ne pourra plus. Elle est juste dans le courant. Elle ne bouge pas. Voilà. Il faut l'amener dans un coin où tu puisses la prendre. Tu vas l'attraper. Mais c'est que là, il y a les cailloux là-bas, non? Plus bas. Non, on ne va pas descendre trop bas. Descendre par ici. Tu vas mettre les portes de l'eau. Yes. C'est un poisson magnifique, hein? Super poisson. Regarde. Ah, moi ça, la taille de ce poisson. Alors. Oh, j'en ai mal au bras, dis donc. Regarde ça. Ça fait combien ça, tant que je me vois? Et bien un peu les couleurs, regarde comment elle est magnifique. Oh, elle est superbe. C'est un poisson qui fait 52. 52. Vous voulez y aller? Vite. Allez, ciao. Ben. Tu vois, c'était vraiment une truite typique de la Henry's Fork. Hein. C'est une truite, c'est des arcs-en-ciel très belles. Elles sont en très bonne santé, tu as vu les couleurs magnifiques sur les côtés. Bon, elle était un peu abîmée sur la bouche, sur le côté droit, et je pense que c'est parce que elle a dû être piquée plusieurs fois de ce côté-là. Mais bon, les nageoires sont en parfait état, et c'est des poissons très sains, très beaux. Très souvent, quand j'emmène des clients et on prend des poissons comme ça, je laisse pas le client toucher le poisson, parce que c'est vrai qu'on les travaille un petit peu. Il faut éviter de les manipuler de trop et très souvent les gens vont arriver, ils les serrent un peu trop fort ou elle la glisse et elle tombe dans le bateau. Alors bon, je passe à l'épuisette, décroche. Bon, s'il veut faire une photo, on fait une photo tout de suite et puis je remets le poisson à l'eau, je la ranime bien et elle repart. Et je la laisse partir simplement quand elle peut nager par elle-même. Tu vois là, elle fatigue un petit peu, il faut bien la remettre dans le courant, il faut qu'elle se réoxygène. Quand elle commence à partir, elle s'en va de ta main, tu vois, hop, tu la laisses partir. Tu les prends tout doucement, tu peux tenir un petit peu du côté de la queue, mais à peine tu les soulèves un petit peu du côté du ventre. Il ne faut surtout pas appuyer dessus. Remarquez aussi, il y a pas mal de mouettes. Et tu vois, elles suivent l'eau et puis elles tapent dans l'eau. Elles prennent au fur et à mesure, elles prennent les mouches au fur et à mesure. Elles se nourrissent. Généralement, c'est les PMDs, les green drake, donc c'est ces grandes mouches vertes qu'on a pêchées aujourd'hui. Et puis aussi parfois les caddies, donc les trichoptères. D'ailleurs, ces mouettes sont là. Elles vont être là jusqu'au 15 juillet. Et après, les éclosions vont être un peu plus petites, un peu plus différentes. Enfin, ça ne va pas être aussi violent que maintenant. Et bon, on les verra plus, elles vont partir. Nous sommes sur la partie basse du Harriman State Park, au lieu dit Pine Haven. L'accès à la rivière n'est autorisé que par la rive gauche, à travers des chemins de terre. Cette soirée semble prometteuse. Des nuées de cadis volent dans les reflets du soleil. Des poissons en activité attirent immédiatement l'attention de nos pêcheurs. Ce soir, Michel va accompagner François. Rapidement, chacun s'installe derrière un gobage en espérant faire monter ces gros poissons qui semblent bien occupés à s'alimenter en surface. Les choses sont moins faciles qu'elles ne paraissent.
Ces truites s'alimentent régulièrement, mais elles ignorent les imitations présentées par nos pêcheurs. Les minutes passent très vite. Le soleil disparaît doucement derrière l'horizon et les truites ne succombent toujours pas aux imitations proposées. Ces truites sont beaucoup plus délicates qu'ils ne le pensaient. La pratique du catch and release fait que la plupart des gros poissons ont été capturés à plusieurs reprises. Ils deviennent donc plus méfiants. Alain recherche un autre poisson en activité et c'est en face du célèbre Henry's Fork Lodge qu'il décide de pêcher. Les cadis sont très nombreux à voler au-dessus de la rivière. Cette éclosion massive de cadis, de tailles très différentes, de green drakes et de PMDs, laisse notre pêcheur perplexe. Le choix de la mouche est donc délicat, et Alain se décide pour une imitation de larves de trichoptère. Alors aujourd'hui donc c'est le Henry's Fork Foundation Day. C'est organisé par la fondation qui s'occupe de la rivière. Il y a une vente aux enchères silencieuse, c'est-à-dire qu'il y a plein de donations de compagnies, de particuliers, des magasins, etc. Il y a des feuilles, on marque dessus, il y a un minimum de mise à prix et puis en fait au lieu d'enchérir comme on enchérit dans une vente aux enchères en France par voie, on réenchérit sur le papier, quoi. Et puis donc une fois par an on fait ça, ça permet de donner de l'argent à la fondation. Et la fondation s'occupe de la qualité de l'eau, enfin ils contrôlent les tributaires, ils font plein de choses pour l'aménagement de la rivière et puis pour la sauvegarde des poissons sur certains des petits tributaires. Donc ça dure toute la journée, ça dure de 7 h du matin à 3 h de l'après-midi. Et puis c'est une façon de rencontrer un peu tous les gens locaux, tous les gens qui aiment cette rivière. Et aujourd'hui, bonne fiche flat, avec ce temps, à ton avis, qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas, je crains le pire, hein, c'est pas évident. On a déjà une petite demi-heure de marche. Avant d'arriver au... Ah bon? Là-haut, tu as une grande courbe et puis c'est bonne fiche flat. Et puis, si tu descends un petit peu la rivière, donc sur notre gauche, là-haut, il y a le Millionaire's Pool. Et si on remonte à droite, on arrive... au Harriman's Park, tu sais, la orange. Regarde cette végétation comme c'est magnifique. Ouais, ces petites fleurs jaunes. Et ce ranch là alors, Alain, qu'est-ce que c'est? C'est le ranch du millionnaire Harriman. Tu sais, oui. où on a pêché l'autre jour là. Sur cette rivière, ce qui est intéressant quand même par rapport aux rivières du Yellowstone, c'est que les poissons sont bien plus gros. On en prend certainement moins dans la journée, mais ce qu'on prend généralement c'est de taille. La preuve, hein, c'est vraiment le type de pêche qu'on apprécie, une pêche très difficile avec des poissons très, très éduqués. Ici, les poissons c'est entre 45 et 60 quoi.
problème c'est qu'on a touché plusieurs au-delà des 50-60 et qu'on n'a pas pu en sortir. On en a sorti un chacun de plus de 50, mais ça fait pas beaucoup par rapport à la quantité de poissons touchés. Le problème, c'est dès que tu montes un petit peu fort, les poissons c'est tellement difficile, ils prennent pas. Et dès que tu descends, même en 14 centièmes, tu les tiens pas ces poissons. Ils finissent par te péter, par mettre le nez dans les herbiers et puis tu les perds. Hein. C'est extrêmement difficile. Hein. Alors on a déjà essayé de changer de moulinet, d'essayer de pêcher avec des moulinets manuels pour essayer de travailler un peu mieux le poisson. On va voir si ça va suffire. Ouais. On y va ? On y va, allez. Sur ce secteur, la rivière présente un profil un peu différent. Le rapide, qui coule aux abords du pont, délimite deux parcours plus calmes, Millionaire's Pool en aval et Bonefish Flat en amont. C'est ce dernier secteur qui intéresse nos pêcheurs en ce début d'après-midi. La partie de pêche débute rapidement. Les petits poissons sont actifs dans les courants. Alain en décroche plusieurs successivement. Les grosses arcs ne sont pas de sortie pour le moment. Un aigle à tête blanche s'empare d'un poisson. Il semble moins difficile que nos pêcheurs et se satisfait de sa capture de petite taille. Pour qui a eu le plaisir de pêcher le bonefish, le nom donné à ce secteur est très réaliste. Comme sur les plus beaux flats des Caraïbes, grâce au faible niveau d'eau, on peut repérer le poisson en train de s'alimenter au fond par sa queue qui brise la surface de l'eau. La similitude est flagrante et c'est avec enthousiasme que François et Alain partent à la recherche d'un gros poisson en activité. La lumière, le calme et la transparence de l'eau ne laissent pas le droit à l'erreur. La largeur de la rivière, l'absence de remous et de vaguelettes permettent d'observer une importante étendue d'eau et de repérer toute activité de poisson en surface. Mais le ciel trop bleu et la température trop élevée ne favorisent pas les éclosions. C'est le calme plat. Comme rien ne bouge, nos pêcheurs décident de faire dériver des nymphes entre les coulées d'herbiers qui tapissent le fond de la rivière. L'eau, très limpide, et le courant, relativement lent, permettent de bien maîtriser la présentation des imitations de larves. Les heures s'écoulent sans que les conditions de pêche ne s'améliorent et c'est sans grand regret qu'ils prennent la décision de rentrer pour découvrir une autre portion de la rivière. Sur le chemin du retour, à 40 minutes de marche de la voiture, François repère un beau poisson en activité sur la bordure. Oh là 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 là, François. Malheureusement, cette truite se déplace entre deux gobages et un posé un peu long l'effraie. Alors ici, ça s'appelle le Millionaire's Pool, le pool des millionnaires, parce qu'à l'époque, au début du siècle, que le propriétaire de ce ranch
invitait des amis très célèbres et très riches, les Vanderbilt, enfin des grands magnats du début du siècle, quoi, à venir pêcher sur son ranch. Yeah, we want to try to see from the rock if we can see some big one, then go down and. Yeah, go. It's right down here Yeah. where that tree's hanging Yeah, out, yeah. right in front of. Le secteur de Pine Haven est propice aux éclosions de fin d'après-midi, et c'est là que nos pêcheurs, après avoir eu des informations d'un autre guide local, vont découvrir du haut de la falaise 2 gros poissons d'une 60aine de centimètres, attablés sur le début d'une éclosion de PMDs. Les poissons sont actifs sur des nymphes qui commencent à dériver, et c'est sur une petite pheasant-tail qu'Alain décide d'attaquer en nymphe depuis le large. Non, elle n'a pas pris. Voilà. Il l'a cassé, ouais. Quelques minutes après cette première casse, le poste a retrouvé sa tranquillité et les truites perdu leur méfiance. Alain se repositionne sur un autre axe afin d'essayer de leurrer les autres poissons qui maintenant s'alimentent en surface. Elle monte la grosse. Oui. Elle est là. Oh, t'as fait un refus. Du haut de la falaise, François observe chaque détail de l'activité des poissons et donne de précieux conseils. Oui, oui Alain. Il l'a. Super Alain. Canne haute Alain, canne haute. L'obligation d'utiliser des bas de ligne très fins par rapport à la taille des poissons donne une fois de plus l'avantage à la truite sur le pêcheur. Les Américains ont développé une méthode de pêche en bateau très particulière et c'est sur un secteur difficile d'accès que Michel souhaite faire découvrir cette technique à nos pêcheurs. C'est le départ ici du Box Canyon. Là, on a à peu près 5 km de parcours en eau assez rapide quand même. C'est une genre de pêche où on peut s'arrêter à cet endroit et pêcher les trous. Sinon, en sèche, c'est une pêche très rapide et très précise. Alors aujourd'hui, je vais prendre un seul pêcheur à la fois parce qu'on ne peut pas 2 personnes sur le bateau plus moi, c'est le maximum qu'on puisse aller dessus. Tu pars avec François ce matin? Je pars avec François et ce soir on sera avec toi. Alors on sera avec toi ce soir. Je vais aller pêcher en sèche Tu sur vas, le ranch. voilà, là. tu vas sur le ranch, tu descends du ranch, du premier log jam qui est le premier endroit où on accède, jusque Big Bend et Bonefish Flat. Et nous on va faire ça. Alors on pêchera en sèche sur certaines parties du parcours avec des mouches assez grosses, stimulateurs s'appellent, ce sont des mouches qui flottent énormément, très colorées et très hautes sur l'eau. Et puis on pêchera en nymphe aussi à l'américaine avec un strike indicator qui est assez important et des grosses nymphes plombées. Parce qu'ici il y a une population de ce qu'on appelle les stoneflies qui sont des très grosses perlidés. Et là, en ce moment il y a des golden stones qui vont sortir. Donc les poissons sont très actifs sur des grosses nymphes plombées comme ça. La pêche en bateau permet de parcourir rapidement de grandes étendues d'eau. La technique de pêche consiste à prospecter le maximum de postes possibles. Pour cela, le pêcheur qui se trouve calé à l'avant de l'embarcation doit lancer 3 caravales et essayer de maintenir une dérive correcte au plus près des postes. Bordures, profonds, rochers, caches qui ici défilent rapidement au gré des courants. La technique est similaire pour la pêche en sèche comme en nymphe.
Pour augmenter la longueur des dérives et limiter les lancers, le pêcheur doit, si nécessaire, effectuer des mendings, repositionnement de la soie. Le rôle du guide est de maîtriser la dérive du bateau. En ramant à contre-courant, il limite la vitesse de la barque et permet ainsi de faciliter la présentation des mouches. Donc tu vois, le drift boat, c'est en fait, on rame à l'envers parce qu'on freine le bateau, c'est tout ce qu'on fait. On dérive et on freine la dérive, quoi. Ah, ça c'est vraiment la pêche en bateau à l'américaine, en drift boat, tu vois. Alors ça, ce sont les perlidés typiques de Box Canyon. Alors là, c'est ce qu'on appelle une golden stone. Ce sont des grosses perlidés. Celle-ci, elle va éclore bientôt, d'ici quelques semaines. Mais elles sont prêtes, tu vois, elles commencent, on l'a ramassé juste au bord ici, et en fait elles commencent à monter vers les cailloux, et ensuite elles vont monter sur les cailloux secs, et de là elles vont éclore. Là, je crois que de l'autre côté, c'est assez profond encore, là, hein, sur la gauche. François vient de ferrer un poisson. Tandis que la barque continue de dériver, la truite se bat vigoureusement en refusant de descendre le courant. Ce doit être une belle prise. En bateau, la bagarre avec un poisson ne se déroule pas comme depuis le bord ou classiquement en wading. La barque continue de dériver jusqu'à ce que le guide décide de l'immobiliser et les tensions sur la ligne peuvent être très importantes. C'est pourquoi, pour éviter la casse systématique, les bas de ligne sont plus gros que ceux utilisés habituellement pour la pêche en sèche ou en neige. Oh, elle est belle. Elle a des belles couleurs. Vas-y. Bon, mène-la doucement, doucement quand même, c'est pas trop haut. Vas-y, remonte-toi un peu. Ça va, il y avait un trou superbe là. Oh, joli poisson. Oh, joli poisson. Ah, voilà. Ah. Eh bien, écoute, voilà, le poisson. On va le mettre à l'eau. Le Box Canyon, c'est vraiment un endroit qui est connu dans le monde entier. Les gens ils viennent sur la Henry's Fork pour faire deux parcours vraiment. En bateau, le Box Canyon, et à pied, le ranch. Et c'est vraiment deux endroits absolument fabuleux.
Donc tu vois là, ça fait 3 heures qu'on est sur l'eau. Bon, c'est une pêche typique américaine en bateau, c'est pas facile du tout. Bon, puis en plus, t'as vu, on a vu beaucoup de bateaux, c'est pêché énormément. C'est un endroit qui est difficile quand même, hein. C'est pas du tout une pêche facile parce que l'eau est un peu rapide, il faut être très précis. Il faut aussi comprendre un petit peu le système de dérive de la mouche, la façon de pêcher. Il faut pêcher les postes, tu as une chance, tu n'en as pas deux, c'est assez difficile quand même. Bon, de temps en temps, évidemment, on arrête le bateau, puis on marche le bateau un petit peu, le long des poules un peu longs. Mais l'eau est basse maintenant, hein, et donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a que quelques endroits où l'eau est profonde de façon à tenir des bons postes pour les poissons. Ouais, et puis moi, la difficulté que j'ai, c'est d'anticiper ces bons postes, justement. Il faut avoir son œil sur la mouche, et en plus, il faut anticiper les bons postes. Hein. C'est pas facile, hein. Mais c'est plaisant. Hein. Moi, vraiment, je prends plaisir, là. Cet après-midi, c'est Alain qui prendra le relais en pêchant en inflourde avec un strike indicator. Ouais, on va pêcher un indicateur. De quelle taille? Comme ça, à peu près, tu le mets à la jonction de ton fil ici. Tu le mets dessus. Ok. Voilà. Alors ça c'est bien parce que c'est un produit qui est biodégradable. Tu sais qu'ici il y a beaucoup de... toutes les mouches que j'ai là, elles sont montées sur une substitution de plomb parce que le plomb est interdit maintenant dans beaucoup d'États à cause de cet unisme. Et alors donc on a plus le parc de Yellowstone, on n'a plus le droit de pêcher avec du plomb. C'est cette barrière que ça Ici ça s'appelle picnic table. Généralement les guides on s'arrête le midi pour manger avec le client ici. Donc en fait là tu vois on est descendu vite mais on fait la partie haute en 3 heures à peu près. On s'arrête vraiment beaucoup. On met les clients sur des trous et on y reste 1h30 tu vois. On descend très lentement. Regarde-le. Oh, qu'il est beau. Il y a deux hérons, regarde-les, magnifiques. Il y a un rocher, voilà, très bien. Derrière le rocher, bang bang. On va tout de suite derrière le rocher là. Hein. Voilà. Vraiment, vitesse et précision. Oui, il faut aller très vite, très rapide et très précis. Parce que tu n'as pas deux chances dessus, quoi. Bon, si c'est un peu là et t'es pas très profond, on peut toujours s'ancrer et recommencer si tu as eu un gobage par exemple. Devant le rocher là, que ça pisette un peu là. Non c'est bon, pas trop quand même près de la berge parce que c'est pas beaucoup d'eau. Donc tu vois le drift boat c'est en fait on rame à l'envers parce qu'on freine le bateau, c'est tout ce qu'on fait. Ah, c'est le fond. Oh elle est belle celle-là. Oh qu'elle est belle. Oh, ah ça c'est un beau poisson. Oh là là, c'est un poisson qui saute. C'est un acrobate. C'est un beau poisson ça. Très beau poisson.
Ah oui, il est en train de ralentir un petit peu. Très beau poisson. Oh, qu'elle est belle. Il faut la force raison. La canne haute. Même l'aigle pêcheur, il dit félicitations. Travailler au moulinet, prendre la soie à la main, c'est pas une bonne idée ici. Vraiment un joli poisson. Oui. Donc descends la gueule de l'eau un petit peu, ça va t'aider, tu la remontes comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Merci. Eh ben félicitations. Hein. C'est bien drifté. Bon. Allez. Quand même. Sur l'arrivée à Last Chance, la rivière s'élargit. Elle devient plus calme et moins profonde. La barque dérive doucement, sans déranger les pêcheurs qui pratiquent aux abords des habitations. Avec le soleil couchant, la rivière s'enveloppe d'une lumière plus douce et de couleur pastel. Cette expérience nouvelle pour nos pêcheurs leur laissera un souvenir fort et les paysages de Box Canyon resteront pour longtemps gravés dans leur mémoire. Cette belle journée se termine avec la certitude que demain nous réservera son lot de nouvelles sensations fortes. Aux États-Unis, les pêcheuses à la mouche sont très nombreuses. On rencontre plus de femmes au bord de l'eau en une journée de pêche qu'en une saison en Europe. Le guide est un allié précieux pour explorer pleinement tous les bons postes de la rivière. Ici, les guides accompagnent leurs clients mais ne pêchent pas. Quand ils le font, c'est dans le cadre d'une partie de pêche amicale, comme c'est le cas pour Michel aujourd'hui. Toutes les conditions sont réunies pour que cette partie de pêche soit réussie.
le temps est très couvert et de petites averses alternent avec des éclaircies. La température est douce. Des éclosions commencent, sporadiquement tout d'abord, puis leur nombre augmente très rapidement. Comme souvent à cette période de l'année, c'est une éclosion massive de plusieurs variétés d'insectes, des sedges, des BWO et bien entendu des green drakes. Dans le même temps, les truites arc-en-ciel commencent à s'alimenter et de nombreux gobages témoignent de leur activité en surface. Quand un poisson est parti dans une frénésie alimentaire, très facilement, il est possible d'estimer sa taille d'après son gobage. Michel, François et Alain sont installés derrière de gros poissons en activité et une partie de pêche mémorable débute. Les prises de poissons d'une quarantaine de centimètres sont régulières, mais cette fois, François est en lutte avec une très belle truite qui cherche à se réfugier dans les herbiers, très nombreux sur ce secteur. C'est avec beaucoup d'énergie, toujours à la limite de la casse, que François contient les rushs très violents de ce poisson. C'est durant une bagarre aussi rude que l'on se rend compte de l'importance d'avoir du bon matériel. D'ailleurs, une canne pour soie de 5 est presque limite pour maîtriser un tel poisson. Cette truite est magnifique. Il s'agit d'un poisson de plus de 60 cm, très bien proportionné. Comme tous les autres poissons, il retournera dans son élément dès qu'il aura récupéré de ses efforts. De son côté, après avoir connu la même euphorie que François, Alain est maintenant derrière un poisson plus récalcitrant. Bon, ma belle, elle va ressortir ou pas là? Cette truite gobe maintenant sporadiquement et elle se déplace beaucoup entre deux montées. Cette soirée est vraiment faste pour nos pêcheurs. C'est au tour d'Alain de livrer bataille avec une de ces truites qui alimente les rêves de tout pêcheur à la mouche. C'est pas énorme, hein? Le rush. Oh, les coups de tête. Eh ben tu sais, je vais te dire une chose, c'est quand même agréable d'avoir un moulinet manuel. Ah, il y a le fil dans les anneaux, je te dis pas là.
Cette fois encore, le matériel est mis à dure épreuve et les truites de la Henry's Fork démontrent que leur combativité légendaire est bien fondée. Oh, c'est pas vrai. Cette truite a déjà été prise, hein. Il y a la marque sur le côté, c'est un poisson de 54 cm, peut-être même un peu plus, hein. Je n'ai pas trop mesuré. C'est un beau bécard d'arc-en-ciel. On va la laisser se réoxygéner doucement. C'est une petite émergente. Elles sont pas faciles à prendre, comme elles sont pas vraiment en poste, les arcs-en-ciel bougent beaucoup. C'est bon. Allez ma cocotte, t'es parti là. Allez. Allez, faut pas que tu te fasses emmener par le courant. La réputation de la Henry's Fork n'est pas usurpée. Si les secteurs les plus reconnus restent le Ranch ou le Box Canyon, toutes les autres portions de la rivière sont très riches, y compris la partie basse de la Henry's Fork. En effet, celle située en aval du barrage d'Ashton jusqu'à Saint-Anthony accueille une forte population de truites fario et arc-en-ciel et connaît des éclosions aussi importantes que sur Island Park. Les revues halieutiques du monde entier accordent une place particulière à la Henry's Fork. Certaines la désignent comme la meilleure, d'autres la classent parmi les 10 plus belles rivières des USA. Une chose est sûre, les pêcheurs viennent de tous les continents pour se mesurer à ces truites arc-en-ciel. Mais pour nous, Européens, la Henry's Fork représente sans conteste le rêve américain. Les éclosions sont massives et régulières durant toute la saison, de l'ouverture début juin jusqu'à la fermeture fin octobre. Destination Mouche vous présente une sélection d'une vingtaine d'imitations adaptées aux conditions que François et Alain ont rencontrées durant leur séjour début juillet. Il semble que sur la Henry's Fork, les émergentes sont plus efficaces que les imitations flottant haut sur l'eau. Destination Mouche vous conseille un matériel relativement traditionnel. Pour la pêche en sèche, une canne pour soie de 5-6 semble idéale, tandis que pour la pêche en grosse nymphe en bateau, une canne pour soie de 6-7 est mieux adaptée. Après de nombreuses casses, nous vous conseillons d'utiliser de préférence un moulinet manuel équipé d'un bon frein pour maîtriser les rushs des gros poissons. La finesse relative du fil par rapport à la taille et à la puissance des poissons impose de ne rien négliger. Le bas de ligne doit être refait régulièrement et l'utilisation d'une épuisette à maille fine est recommandée. Les magasins, très nombreux et très bien achalandés, vous permettront, le cas échéant, de compléter votre équipement sur place. Attention, contrairement à des idées reçues, les tarifs sont similaires à ceux pratiqués en Europe.
François et Alain ont choisi de faire confiance à un guide professionnel pour leur faire découvrir la rivière Henry's Fork. Aux États-Unis, la profession de guide de pêche est très répandue. Ce sont des professionnels aguerris qui maîtrisent parfaitement leur rivière et les techniques de pêche à mettre en œuvre en fonction des conditions météo, du niveau d'eau et des éclosions. Une prestation d'une journée représente une dépense de 300 à 350 $ environ. Sur place, les nombreux outfitters offrent des prestations d'accompagnement. Compte tenu du budget d'un voyage, il nous semble dommage de vouloir faire l'économie des services d'un guide de pêche. Celui-ci est capable d'adapter rapidement les coins de pêche aux conditions météo très changeantes à cette altitude. C'est à l'occasion de ce tournage sur la Henry's Fork que nous avons rencontré Michel Fontan. Immédiatement, ses compétences techniques et ses valeurs humaines nous ont séduites. Michel est décédé depuis, et ce film est un hommage à ce grand pêcheur, guitariste, cuisinier et ami. Michel Fontan faisait partie de ces professionnels reconnus et appréciés sur la Henry's Fork. Il exerçait dans les États d'Idaho et du Montana du 20 mai jusqu'à la fin octobre. Tous ceux qui ont pêché avec lui garderont des souvenirs forts des moments partagés. Dans une prochaine vie, Michel deviendra une truite de cette rivière qui lui était si chère. Saint-Pierre est maintenant de son côté. Mais alors, attention à nous, pêcheurs, car il connaît la musique et saura sans aucun doute déjouer nos pièges. Michel, merci. Pour se rendre sur la Henry's Fork, depuis l'Europe, il est préférable de réserver un vol vers l'aéroport international le plus proche, Salt Lake City, dans l'Utah, puis de prendre un vol intérieur pour Idaho Falls. On rejoint Last Chance à un peu plus d'1 heure en voiture. La location de véhicules aux États-Unis est relativement bon marché. Le choix est très large et vous avez la possibilité de réserver un camping-car, un gros 4x4 ou plus simplement un compact-car. Dans ce cas, il vous faudra compter environ 250 $ pour une semaine. Les vols intérieurs sont souvent surchargés et il est important de faire votre réservation longtemps à l'avance au risque de rester bloqué ou de devoir vous poser à plusieurs centaines de kilomètres de l'aéroport choisi.